Vous est-il déjà arrivé de ressentir cette sensation de fracas lorsque les paroles anodines de quelqu'un transpercent votre armure émotionnelle, vous laissant rejouer leurs commentaires pendant des jours, remettant en question votre valeur et vous sentant complètement exposé? Ce moment viscéral où votre estomac se serre, votre visage rougit, et soudain, une remarque désinvolte d'un collègue, une critique d'un être cher, ou même un regard méprisant d'un inconnu semble posséder un pouvoir absolu sur toute votre réalité émotionnelle. Voici ce qui va vous surprendre. Alors que la plupart supposent que Freud et Jung étaient d'accord sur les raisons pour lesquelles nous sommes si affectés par les autres, ces deux titans de la psychologie ont découvert des causes profondes complètement opposées de cette vulnérabilité universelle. Freud insistait sur le fait que notre fragilité émotionnelle était chiffrée dans des expériences d'enfance cachées dans notre inconscient personnel. Mais Jung a découvert quelque chose de beaucoup plus révolutionnaire. Notre sensibilité aux opinions des autres active d'anciens schémas collectifs câblés dans l'ADN psychologique partagé de l'humanité qu'aucune thérapie personnelle ne pourrait jamais résoudre complètement. Aujourd'hui, vous allez découvrir laquelle de ces perspectives conflictuelles détient la clé maîtresse pour transformer de manière permanente votre façon de réagir aux jugements, aux critiques et aux manipulations émotionnelles des autres. Plus important encore, vous apprendrez la méthode précise pour intégrer les deux approches afin de créer une forteresse psychologique impénétrable qu'aucune influence extérieure ne pourra franchir, vous permettant de vivre une liberté intérieure inébranlable et une expression de soi authentique, quelle que soit la façon dont les autres essaient de vous affecter. Lorsque les mots de quelqu'un vous blessent profondément, ils déclenchent un tsunami psychologique viscéral. Votre cœur bat la chamade, vos pensées tourbillonnent dans le chaos, votre confiance durement acquise se désintègre en quelques secondes et soudain, vous êtes piégé dans un cauchemar existentiel, remettant en question votre valeur fondamentale, vos décisions de vie et votre identité même. Cette vulnérabilité à l'influence extérieure n'est pas seulement inconfortable, elle dicte silencieusement vos choix, limite invisiblement votre potentiel et façonne fondamentalement les frontières de la vie que vous vous autorisez à vivre. Cette sensibilité existe à l'intersection volatile du paradoxe le plus profond de l'humanité. Notre besoin désespéré de connexion se heurtant à notre peur primale du rejet, un champ de bataille psychologique qui deviendrait le théâtre de l'une des relations mentor-disciple les plus dramatiques de l'histoire intellectuelle. L'année était 1907. Sigmund Freud, révolutionnaire mais vieillissant, confronté au rejet de l'establishment médical, a trouvé dans le brillant Carl Jung, âgé de 32 ans, ce qu'il avait désespérément cherché. Un successeur respecté et non juif qui pourrait légitimer et faire progresser ses théories controversées. Leur première rencontre, prévue pour 1 heure, s'est étendue à 13 heures de conversation ininterrompue. Une rencontre d'esprit qui allait changer le cours de la pensée psychologique pour toujours. Ce qui a commencé comme une admiration intellectuelle s'est rapidement transformé en un lien père-fils intense. Pendant près de 7 ans, ils ont échangé plus de 360 lettres passionnées, Freud appelant Jung son prince héritier et successeur et continuateur de tout mon travail. Jung, orphelin de mentorat intellectuel, a d'abord embrassé Freud comme la figure paternelle visionnaire qui pourrait le guider à travers les eaux dangereuses de l'inconscient. Mais sous cette romance intellectuelle, des tensions fondamentales couvaient. Alors que Jung plongeait plus profondément dans les mondes intérieurs de ses patients, il a commencé à observer des schémas qui transcendaient les théories sexuelles de Freud. Des thèmes symboliques apparaissant à travers des cultures séparées par le temps et la géographie qui ne pouvaient pas être expliquées par un traumatisme individuel seul. Leurs perspectives divergentes sur les raisons pour lesquelles les humains restent vulnérables à l'influence extérieure n'étaient pas simplement un désaccord académique. Elles représentaient une collision de visions du monde qui a finalement brisé leurs relations.
Leur célèbre rupture en 1913 n'était pas seulement une séparation professionnelle, mais une tragédie intellectuelle, Freud s'étant évanoui 2 fois lors de leur confrontation finale et Jung ayant subi une dépression psychologique de 6 ans après la rupture. Alors que Freud restait convaincu que notre sensibilité à l'influence des autres provenait d'impulsions d'enfance refoulées et de dynamiques oedipiennes non résolues, Jung s'est lancé dans un voyage de héros dans un territoire psychologique inexploré, explorant les dimensions collectives de l'expérience humaine qui transcendent la vie individuelle et nous relient à des schémas ancestraux vieux de millions d'années. La plupart des gens restent sans défense contre l'influence émotionnelle des autres parce qu'ils n'ont jamais compris les implications profondes de ce schisme intellectuel historique. Mais les gens comme vous, qui sentent qu'il doit y avoir des réponses plus profondes, reconnaissent que cette rupture dramatique entre 2 esprits brillants pourrait détenir la clé ultime de la libération psychologique, un chemin vers une liberté émotionnelle sans précédent, cachée dans leur vision conflictuelle de la nature humaine. Imaginez Vienne au tournant du XXe siècle, une société de contraintes sociales rigides et de répression victorienne. C'est ici, tout en traitant des patients dont la souffrance émotionnelle défiait toute explication médicale, que Sigmund Freud a fait sa découverte révolutionnaire. Notre vulnérabilité à l'influence des autres n'est pas aléatoire, mais chiffrée dans nos fondations psychologiques. Le parcours de Freud vers cette intuition n'était pas seulement intellectuel, mais profondément personnel. En tant que médecin juif confronté à l'antisémitisme dans les cercles médicaux européens, il comprenait de première main comment les jugements des autres pouvaient pénétrer les défenses d'une personne. Cette expérience vécue a infusé son travail théorique d'une urgence émotionnelle qui transcendait l'intérêt académique. Il n'étudiait pas seulement la vulnérabilité humaine, il cherchait à s'en libérer. Le génie de Freud a été de reconnaître que votre esprit fonctionne comme une ville antique construite sur ses propres ruines. Lorsque le commentaire anodin de quelqu'un vous dévaste émotionnellement, il a involontairement excavé à travers les structures actuelles de votre conscience jusqu'aux ruines psychologiques enfouies de vos premières années. Cette métaphore archéologique n'était pas seulement poétique. Freud voyait littéralement l'esprit comme contenant des fossiles psychologiques de l'enfance qui restent puissamment vivants sous votre conscience. Imaginez votre esprit comme un iceberg. La petite partie visible au-dessus de l'eau représente vos pensées conscientes, tandis que la structure massive, sous la surface, détient le véritable pouvoir de vos réactions émotionnelles. Lorsque quelqu'un vous critique aujourd'hui et que vous ressentez une honte ou une colère disproportionnée, Freud expliquerait cela à travers son modèle tripartite révolutionnaire, le ça primitif, en quête de plaisir, en guerre avec votre surmoi internalisé, la voix des parents et de la société, tandis que votre moi conscient tente désespérément d'arbitrer cette bataille interne. Ce que Freud a compris, et ce que vous avez peut-être ressenti intuitivement, c'est que vos réactions émotionnelles aux autres révèlent non pas une faiblesse, mais des affaires inachevées de vos années les plus formatrices. Cette réalisation peut être à la fois troublante et profondément libératrice. Troublante car elle suggère que votre autonomie est plus limitée que vous ne le pensiez. Libératrice car elle offre un chemin vers la liberté par la compréhension de soi. Considérez comment cela se manifeste à l'ère des médias sociaux d'aujourd'hui. Lorsqu'un commentaire négatif sur votre publication provoque un effondrement émotionnel, ce qui semble être une simple interaction actuelle déclenche en réalité ce que Freud appelait le transfert. Un voyage psychologique dans le temps où vous réagissez inconsciemment non pas au commentateur, mais à une figure d'autorité de l'enfance dont vous aviez désespérément besoin d'approbation, mais que vous n'avez jamais complètement obtenue. Cela explique le phénomène déconcertant que nous connaissons tous. Pourquoi certaines personnes peuvent nous dévaster émotionnellement, alors que d'autres faisant des commentaires identiques n'ont aucun effet. Le collègue dont la critique désinvolte ruine toute votre semaine n'est pas puissant à cause de ces mots.
Il a accidentellement touché ce que Freud appelait vos complexes, des mines émotionnelles, enfouies dans votre paysage psychologique il y a des décennies. L'une des études de cas les plus poignantes de Freud concerne une jeune femme dont les relations amoureuses échouaient à plusieurs reprises selon des schémas identiques. Grâce à l'analyse, elle a découvert qu'elle choisissait inconsciemment des hommes qui la rejetteraient de manière à refléter l'indisponibilité émotionnelle de son père. Ce qui apparaissait comme de la malchance était une compulsion inconsciente à rejouer les dynamiques de l'enfance dans l'espoir de finalement parvenir à une résolution. Le pouvoir émotionnel de cette révélation que notre souffrance actuelle sert souvent des objectifs psychologiques cachés offre à la fois la douleur de la reconnaissance et la possibilité de la libération. Dans notre épidémie d'anxiété moderne, les idées de Freud sont étonnamment pertinentes. Cette anxiété accablante avant de prendre la parole lors d'une réunion, Freud l'identifierait comme une anxiété signal, le système d'alarme de votre moi avertissant qu'une situation menace d'exposer des conflits refoulés concernant l'autorité, la compétence ou le rejet provenant des dynamiques familiales précoces. L'aspect le plus contre-intuitif, mais le plus puissant de l'approche de Freud, était sa découverte que nos plus grandes forces émergent souvent de nos blessures les plus profondes. La dirigeante dont le perfectionnisme conduit à son succès a peut-être développé ce trait comme une défense contre un parent critique. La sensibilité même qui cause la souffrance alimente également la réussite. Cependant, même si l'approche archéologique de Freud a éclairé nos histoires psychologiques personnelles, des schémas mystérieux ont émergé que sa théorie ne pouvait pas expliquer. Pourquoi des personnes ayant des traumatismes d'enfance apparemment identiques développent-elles des vulnérabilités complètement différentes? Et pourquoi certains thèmes, le rejet, l'abandon, l'humiliation, semblent-ils universellement douloureux à travers les cultures et à travers l'histoire, indépendamment de l'expérience individuelle? Tout en analysant les rêves et les illusions de ses patients à l'hôpital psychiatrique de Burgelsli, Jung a rencontré un phénomène qui allait briser son allégeance intellectuelle à Freud. Des schémas d'imagerie et de vulnérabilités émotionnelles apparaissant chez des patients qui n'auraient pas pu partager une exposition culturelle. Des thèmes symboliques qui transcendaient l'expérience individuelle et apparaissaient identiques à travers des cultures séparées par de vastes distances et des époques historiques. Le coût personnel du courage intellectuel de Jung ne peut être sous-estimé. En tant que jeune psychiatre, il avait enfin trouvé en Freud la figure paternelle et le mentor qu'il cherchait désespérément. Leur correspondance précoce révèle l'admiration presque vénératrice de Jung. « Ma vénération pour vous a quelque chose du caractère d'un béguin religieux », écrivait-il à Freud en 1906. Pour Jung, remettre en question les théories de Freud signifiait risquer non seulement sa position professionnelle, mais aussi une relation personnelle profonde qui était devenue centrale dans son identité. Le moment charnière est survenu lors du travail de Jung avec des patients schizophrènes qui décrivaient des symboles mythologiques et des motifs religieux qu'ils n'auraient pas pu apprendre par l'éducation ou la culture, mais ces mêmes symboles apparaissaient dans des textes anciens et des rituels tribaux à travers les continents. Cette découverte a conduit à la proposition la plus hérétique de Jung. Notre vulnérabilité à l'influence extérieure s'étend bien au-delà de l'histoire personnelle dans ce qu'il a appelé l'inconscient collectif, un héritage psychologique partagé aussi réel que notre ADN physique. Cette rébellion intellectuelle a coûté cher à Jung. Alors qu'il écrivait à Freud en contestant la base exclusivement sexuelle de la névrose, leur correspondance est devenue de plus en plus tendue. On peut sentir la tension émotionnelle dans les mots de Jung. Si jamais vous vous débarrassiez complètement de vos complexes et cessiez de jouer le père pour vos fils, alors je pourrais vous aimer sans douleur. Leur confrontation finale lors de la conférence de Munich de 1913 est devenue une légende psychologique. Le défi de Jung aux théories de Freud aurait provoqué l'évanouissement de l'homme plus âgé, représentant symboliquement la mort de leur relation intellectuelle.
Les conséquences émotionnelles ont été dévastatrices. Jung est entré dans ce qu'il a appelé plus tard sa confrontation avec l'inconscient, une période de 6 ans de troubles psychologiques intenses qui l'ont amené au bord de la psychose. C'est de cette profonde crise personnelle, cette nuit noire de l'âme, que ses idées les plus transformatrices sur la vulnérabilité humaine ont émergé, forgées dans le creuset de sa propre souffrance psychologique. Là où Freud voyait vos déclencheurs émotionnels comme des artefacts archéologiques de l'enfance, Jung les reconnaissait comme des expressions de quelque chose de beaucoup plus ancien, des schémas collectifs hérités de notre passé évolutif et culturel qu'il appelait des archétypes. Cela explique l'un des aspects les plus déroutants de la vie moderne. Pourquoi de parfaits étrangers peuvent instantanément déclencher des réactions émotionnelles profondes avant qu'aucune histoire personnelle n'existe entre vous. En nous appuyant sur les intuitions freudiennes et jungiennes, nous pouvons développer une méthode pratique pour empêcher les autres d'affecter votre état émotionnel. Une méthode qui aborde à la fois les complexes personnels et les schémas collectifs. Cette approche intégrée fonctionne à plusieurs niveaux de conscience simultanément, créant un bouclier complet contre l'influence extérieure qui transforme 4 dimensions clés de votre vie. La psychologie individuelle, les relations, les interactions professionnelles et l'appartenance sociale. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, prenez un moment pour réfléchir. Quel déclencheur émotionnel détourne constamment votre sentiment de bien-être ? S'agit-il de critiques de votre compétence, de remise en question de votre authenticité ou peut-être du rejet de groupe qui compte pour vous? Le schéma spécifique de votre vulnérabilité détient la clé de votre transformation. Étape 1. Reconnaissance consciente, fondation freudienne. Identifiez les expériences spécifiques de l'enfance qui ont créé vos sensibilités particulières. Y avait-il un parent critique dont la voix résonne encore dans les moments de vulnérabilité? Expansion jungienne. Reconnaissez comment ces déclencheurs personnels se connectent aux schémas archétypaux universels. L'enfant intérieur, le parent critique, l'ombre ou la persona. Application multidimensionnelle, individuelle. Tenez un journal sur les déclencheurs émotionnels récurrents en les reliant à la fois au schéma de l'enfance et aux thèmes archétypaux. Relationnel. Dans les relations intimes, communiquez vos schémas de vulnérabilité spécifiques et leurs origines. Professionnel. Avant les réunions ou présentations importantes, identifiez les déclencheurs professionnels potentiels et leurs doubles racines. Social. Remarquez comment les dynamiques de groupe activent à la fois l'histoire personnelle et les schémas tribaux collectifs. Marqueur de succès. Vous réussissez lorsque vous pouvez nommer votre déclencheur émotionnel au moment où il se produit, en identifiant à la fois son histoire personnelle et sa dimension archétypale avant de réagir. Avez-vous remarqué comment certaines personnes semblent posséder une capacité presque magique à affecter votre état émotionnel ? Se pourrait-il qu'elles activent simultanément votre histoire personnelle et les schémas archétypaux collectifs? Que changerait-il si vous pouviez voir les 2 dimensions simultanément? Étape 2. Archéologie émotionnelle. Fondation freudienne. Excavation des émotions refoulées liées à vos vulnérabilités fondamentales par association libre. Parler ou tenir un journal de tout ce qui vient à l'esprit, sans censure. Expansion jungienne. Connectez ces émotions personnelles aux symboles collectifs par l'imagination active. Dialoguez avec les figures archétypales qui émergent dans votre paysage émotionnel. Application. Multidimensionnelle. Individuelle. Créez une pratique quotidienne dédiée à l'excavation émotionnelle par le journal ou l'enregistrement vocal. Relationnelle. Partagez les découvertes émotionnelles avec des partenaires de confiance qui peuvent témoigner sans jugement. Professionnel. Identifiez comment la culture du lieu de travail déclenche des schémas émotionnels spécifiques à partir des niveaux personnels et collectifs. Social. Explorez comment les réactions des médias sociaux se connectent à la fois aux blessures de l'enfance et aux insécurités humaines universelles. Marqueur de succès.
Vous remarquerez une diminution de l'intensité émotionnelle lors de l'exploration de souvenirs précédemment déclencheurs, et des thèmes symboliques récurrents émergeront, reliant votre expérience personnelle à des schémas universels. Étape 3. Reconnaissance du transfert. Fondation freudienne. Identifiez quand vous projetez des sentiments de relations passées sur les interactions présentes. Expansion. Jungienne. Reconnaissez quand vous projetez non seulement du matériel personnel, mais aussi des archétypes collectifs sur les autres, les voir comme le héros, le trickster, le sage ou le destructeur. Application multidimensionnelle, individuelle. Créez un inventaire de projections, cartographiant les projections personnelles et archétypales. Relationnelle. Entraînez-vous à dire « Je remarque que je transfère ma relation passée sur toi » pendant les conflits. Professionnel. Reconnaissez quand les figures d'autorité au travail activent à la fois les figures personnelles de père, mère et les schémas d'autorité archétypaux. Social. Remarquez comment les réactions de groupe déclenchent à la fois les expériences d'appartenance, rejet de l'enfance et les schémas archétypaux tribaux. Marqueur de succès. Les interactions qui déclenchaient auparavant des réponses émotionnelles automatiques créent maintenant un moment de conscience avant la réaction, permettant un choix conscient plutôt qu'une compulsion. Considérez ceci. Et si les personnes qui vous déclenchent le plus intensément révélaient en réalité à la fois vos blessures les plus profondes et votre plus grand potentiel inexploité? Que changerait-il si vous commenciez à considérer les déclencheurs émotionnels comme des portails vers la guérison personnelle et la sagesse collective? Étape 4. Intégration de l'ombre. Fondation freudienne. Reconnaissez les désirs et les impulsions refoulées que vous avez niés en vous-même, mais auxquels vous réagissez fortement chez les autres. Expansion. Jungienne. Embrassez les aspects de l'ombre collective de l'humanité que vous avez rejetés, mais que vous devez intégrer pour l'intégrité. Application multidimensionnelle, individuelle. Entraînez-vous à dire « Moi aussi, j'ai la capacité de qualité que vous jugez chez les autres » lorsque vous êtes déclenché. Relationnel. Discutez des éléments de l'ombre avec compassion avec les partenaires plutôt que de les projeter. Professionnel. Reconnaissez comment les collègues problématiques du lieu de travail pourraient représenter des aspects désavoués de vous-même. Social. Remarquez comment la polarisation culturelle implique une projection de l'ombre collective à l'échelle sociétale. Marqueur de succès. Les qualités chez les autres, qui déclenchaient auparavant un jugement intense, évoquent maintenant la curiosité et l'autoréflexion. Vos réactions émotionnelles diminuent à mesure que l'intégration de l'ombre augmente. Obstacle. Potentiel. Beaucoup de gens craignent que la reconnaissance des qualités de l'ombre signifie les mettre en pratique. L'approche intégrée distingue la conscience, qui augmente le choix, et l'identification, qui le diminue. L'intégration offre paradoxalement un plus grand contrôle en supprimant la compulsion inconsciente. Voici une question provocatrice qui remet en question la pensée conventionnelle. Et si vos déclencheurs émotionnels n'étaient pas des problèmes à éliminer, mais des panneaux indicateurs pointant vers votre travail psychologique le plus important? Comment votre relation avec la vulnérabilité changerait-elle si vous la considériez comme significative plutôt que simplement douloureuse? Étape 5. Défense de l'individuation. Fondation freudienne, développer un moi plus intégré qui peut servir de médiateur entre les impulsions inconscientes et les exigences sociales sans répression excessive. Expansion jungienne. Avancer sur le chemin de l'individuation. Le processus d'intégration de toutes les parties de la psyché en un tout cohérent moins vulnérable à l'influence extérieure. Application multidimensionnelle, individuelle. Créez un symbole personnel représentant votre moi intégré pour la visualisation lors de situations déclenchantes. Relationnel. Pratiquez une vulnérabilité authentique qui provient de la force plutôt que de la compulsion inconsciente. Professionnel. Maintenez des limites psychologiques qui vous permettent de répondre plutôt que de réagir aux déclencheurs du lieu de travail.
Social. Développer un confort à la fois avec l'appartenance et la prise de distance par rapport au groupe lorsque des valeurs authentiques l'exigent. Marqueur de succès. Vous pouvez vous engager dans des situations précédemment déclenchantes tout en maintenant une stabilité intérieure. Les autres remarquent votre authenticité accrue et votre réactivité diminuée aux tentatives de manipulation. Alors que Freud nous aide à comprendre l'origine de nos vulnérabilités, Jung nous montre le chemin à suivre, de la réactivité inconsciente à l'intégration consciente, de la fragmentation à l'intégrité. Les objections potentielles pourraient inclure des inquiétudes quant au fait de devenir émotionnellement détaché ou narcissique à travers ce processus. Cependant, l'approche intégrée améliore en réalité la connexion authentique en supprimant les distorsions des projections non examinées et du transfert inconscient, permettant des relations plus authentiques, non contrôlées par des forces inconscientes. Je suis curieux. Laquelle de ces 5 étapes résonne le plus fortement avec vous? Êtes-vous plus attiré par l'exploration de votre histoire personnelle, comme le suggérerait Freud, ou par la connexion avec des schémas universels, comme le préconisait Jung? Partagez vos réflexions dans les commentaires, car votre expérience pourrait éclairer des aspects de la liberté émotionnelle que d'autres découvrent encore. Tdlamum, le secret ultime pour s'assurer que personne ne puisse jamais vous affecter. La méthode Jung-Freud révélée. La transformation qui se produit lors de l'application de ces connaissances intégrées modifie fondamentalement la façon dont les forces extérieures affectent votre état émotionnel. Le changement est à la fois profond et mesurable à travers de multiples dimensions de l'expérience. Avant l'intégration, les critiques des autres pouvaient déclencher une cascade de réactions émotionnelles, anxiété, honte, colère défensive, qui pouvaient persister pendant des jours, voire des semaines. Après l'intégration, la même critique est reçue avec une conscience centrée. Vous pouvez évaluer sa validité sans détournement émotionnel et répondre par choix plutôt que par compulsion. Quels aspects de votre vie se transformeraient si vous pouviez répondre aux autres par choix plutôt que par réactivité automatique? Comment vos relations, votre carrière et votre expression créative changeraient-elles si les opinions des autres perdaient leur pouvoir sur votre état émotionnel? Avant l'intégration, certaines personnes semblaient posséder un pouvoir presque magique pour affecter votre état émotionnel. Leur approbation vous rendant euphorique, leur désapprobation vous dévastant. Après l'intégration, vous reconnaissez à la fois les schémas personnels et les archétypes collectifs en jeu dans ces dynamiques, réduisant considérablement le pouvoir des autres sur votre état intérieur. Prenons l'exemple de Thomas, un professionnel accompli dont la confiance s'effondrait chaque fois que son patron exprimait sa déception. Grâce à l'analyse freudienne, il a reconnu comment ses réactions découlaient de sa relation avec un père exigeant, dont il n'a jamais obtenu l'approbation. Grâce au travail jungien, il a connecté ce schéma personnel à l'archétype du père universel et à son rôle dans la formation de l'identité masculine. Cette compréhension intégrée a transformé ses réponses aux figures d'autorité. Il pouvait désormais s'engager de manière constructive avec la critique sans dévastation émotionnelle. Ou prenons Maria, dont les amitiés étaient caractérisées par des cycles d'attachement intense suivis d'abandon perçu et d'effondrement émotionnel. L'exploration freudienne a révélé des perturbations d'attachement précoces avec sa mère, tandis que l'amplification jungienne a connecté ces schémas à l'archétype de la mère collective et à l'anxiété de séparation universelle. En travaillant avec les deux dimensions, elle a développé des schémas d'attachement sécurisés tout en honorant la signification archétypale de la connexion et de la séparation dans l'expérience humaine. Avez-vous remarqué comment certaines relations semblent reproduire des schémas émotionnels de votre passé? Voici une question qui pourrait créer un changement profond de perspective. Et si ces relations difficiles étaient en réalité des opportunités de guérir à la fois les blessures personnelles et les schémas humains collectifs simultanément? Vous saurez que vous êtes sur la bonne voie
lorsque vous remarquerez à la fois les signes freudiens, réactivité émotionnelle diminuée au déclencheur, et qui activait autrefois les complexes de l'enfance, et les signes jungiens, confort accru avec le spectre complet de l'expérience humaine, y compris les qualités de l'ombre précédemment rejetées. La preuve empirique de cette transformation apparaît non seulement dans l'expérience émotionnelle subjective, mais aussi dans les mesures physiologiques. Réponse réduite du cortisol aux facteurs de stress sociaux, activation réduite de l'amygdale lors de la critique et amélioration de la variabilité de la fréquence cardiaque, indiquant une plus grande capacité de régulation émotionnelle. Ce qui est vraiment fascinant et contraire à la compréhension de notre culture, c'est que les individus les plus résilients ne sont pas ceux qui ressentent moins profondément, mais ceux qui peuvent contenir et interpréter l'intensité émotionnelle à travers des cadres de référence personnels et collectifs. Votre sensibilité pourrait-elle être une force potentielle plutôt qu'une faiblesse lorsqu'elle est abordée à travers cette lentille intégrée? Je me demande si vous repensez aux expériences les plus difficiles émotionnellement de votre vie, pouvez-vous reconnaître maintenant comment elles auraient pu activer à la fois l'histoire personnelle et les schémas humains universels? Quels changements de perspective se produisent lorsque vous considérez vos vulnérabilités à travers cette double lentille? Malgré le potentiel d'intégration, il reste un domaine fondamental où Freud et Jung auraient maintenu leur désaccord. La source ultime de notre vulnérabilité à l'influence extérieure et, par conséquent, le chemin définitif vers la libération. Pour Freud, la libération complète viendrait d'une conscience globale du matériel inconscient. Rendre l'inconscient conscient jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien de refoulé. L'idéal freudien implique un moi pleinement conscient de ses déterminants inconscients, capable de servir de médiateur entre les pulsions primaires et les exigences sociales sans compromis névrotique. Pour Jung, la véritable libération émerge à travers le processus d'individuation. Non seulement devenir conscient du contenu inconscient, mais aussi intégrer activement toutes les dimensions de la psyché, y compris ses aspects collectifs. L'idéal jungien implique de devenir votre moi complet, de vous aligner sur ce qu'il appelait l'archétype du soi, le centre organisateur de la personnalité totale au-delà du moi. Cela soulève une question profonde qui mérite d'être contemplée. Votre vulnérabilité émotionnelle est-elle principalement le résultat de ce qui vous est arrivé personnellement, ou est-elle une expression inévitable de l'être humain? Et si les deux étaient simultanément vrais à différents niveaux de réalité, ce désaccord persiste car il touche à quelque chose de fondamental sur qui nous sommes. Sommes-nous principalement des produits de l'histoire personnelle qui peuvent être entièrement excavés, Freud, ou des expressions d'une humanité collective avec des dimensions qui dépassent toujours notre compréhension individuelle, Jung? La recherche sur la résilience et la régulation émotionnelle suggère que la vision plus large de Jung peut offrir une approche plus complète pour empêcher les autres de nous affecter. Les études sur les individus dotés d'une résilience émotionnelle exceptionnelle montrent qu'ils possèdent généralement non seulement une perspicacité dans les schémas personnels, mais aussi un sentiment de connexion à quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes, qu'il soit conceptualisé comme une conscience spirituelle, une conscience collective ou une compréhension archétypale. Cependant, l'attention méticuleuse de Freud à l'histoire personnelle fournit une base essentielle, sans laquelle l'amplification jungienne peut se détacher de l'expérience vécue. Son approche garantit que nous ne contournons pas les blessures personnelles dans notre précipitation vers une compréhension transcendante. Voici une question qui remet en question la sagesse psychologique conventionnelle. Et si vos plus grandes vulnérabilités émotionnelles n'étaient pas simplement des problèmes à résoudre, mais des passerelles vers des dimensions plus profondes de l'expérience humaine? Comment aborderiez-vous vos sensibilités différemment si vous les considériez comme significatives, plutôt que simplement douloureuses? À mesure que vous développez votre propre immunité émotionnelle à l'influence des autres, vous pourriez vous retrouver à raisonner davantage avec l'accent mis par Freud sur l'archéologie personnelle,
ou l'accent mis par Jung sur l'intégration archétypale. Faites confiance à votre expérience lorsque vous expérimentez les deux approches, en reconnaissant que différents aspects de la vulnérabilité pourraient mieux répondre à différentes méthodes à différents moments. Pensez-y, quand la dernière fois que les mots de quelqu'un ont déclenché une réaction émotionnelle intense en vous? À ce moment-là, réagissiez-vous principalement à partir de l'histoire personnelle, des schémas humains collectifs, ou peut-être les deux simultanément? Quelles idées émergent lorsque vous considérez cette expérience à travers cette double lentille? Le débat entre Jung et Freud se poursuit aujourd'hui car il touche à quelque chose de fondamental sur qui nous sommes, des êtres façonnés à la fois par l'histoire personnelle et l'héritage collectif, nécessitant à la fois une perspicacité personnelle profonde et une intégration transpersonnelle pour atteindre une véritable liberté émotionnelle. La vulnérabilité que nous ressentons lorsque les autres affectent notre état émotionnel, que ce soit par la critique, le rejet ou la manipulation, révèle des vérités profondes sur la psychologie humaine que ni Freud ni Jung ne pouvaient pleinement saisir seuls. Ensemble, leurs perspectives offrent une compréhension complète de la raison pour laquelle nous sommes affectés et de la façon dont nous pouvons développer une résilience sans précédent. Les idées de Freud éclairent les dimensions personnelles de notre vulnérabilité, comment les expériences de l'enfance créent des déclencheurs émotionnels spécifiques que les autres peuvent activer. La vision de Jung élargit cette compréhension pour inclure les schémas collectifs qui font de certaines vulnérabilités une partie de notre humanité partagée. Cette double perspective n'explique pas seulement notre sensibilité, elle fournit une feuille de route complète pour développer une immunité à l'influence indésirable. Permettez-moi de vous poser une question profondément importante. Que deviendrait possible dans votre vie si les opinions, les jugements et les tentatives de manipulation des autres perdaient simplement leur pouvoir? Non pas parce que vous êtes devenu détaché ou insensible, mais parce que vous avez développé une compréhension plus profonde à la fois de vos schémas personnels et de votre connexion à l'expérience humaine collective. En appliquant la méthode intégrée en 5 étapes que nous avons explorées, reconnaissance consciente, archéologie émotionnelle, conscience du transfert, intégration de l'ombre et défense de l'individuation, vous pouvez vous libérer du cycle de la réactivité émotionnelle qui donne aux autres le pouvoir sur votre état intérieur. Il ne s'agit pas de devenir détaché ou insensible, mais de répondre à partir d'un lieu d'intégrité intégré plutôt que de compulsion inconsciente. Imaginez à quel point votre vie serait différente si vous pouviez accéder à la fois à la perspicacité pénétrante de Freud dans les schémas personnels et à la vision expansive de Jung de l'intégration archétypale. Imaginez-vous dans une conversation animée avec quelqu'un qui auparavant pouvait vous dévaster émotionnellement, mais maintenant vous observez leurs déclencheurs et les vôtres avec une conscience calme. Imaginez-vous prendre des décisions basées sur vos valeurs authentiques plutôt que sur la peur des jugements des autres ou le désir de leur approbation. Cette transformation n'est pas seulement possible, elle devient inévitable lorsque vous vous engagez sur le chemin intégré de la connaissance de soi que ces deux géants de la psychologie ont pionnier. Le voyage exige du courage pour faire face à la fois aux ombres personnelles et aux archétypes collectifs. Mais la liberté qu'il offre de vivre sans être affecté par les tentatives des autres de vous contrôler ou de vous diminuer représente l'un des plus grands cadeaux de la psychologie. Pour commencer, sélectionnez une relation où vous vous sentez particulièrement vulnérable à l'influence émotionnelle. Appliquez la première étape de la reconnaissance consciente. Identifiez à la fois l'histoire personnelle et les schémas archétypaux activés dans cette relation. Tenez un journal de vos découvertes et remarquez comment même cette conscience initiale commence à diminuer le pouvoir de l'autre personne sur votre état émotionnel. Je suis sincèrement curieux. Laquelle de ces perspectives résonne le plus profondément avec votre propre expérience? Êtes-vous plus attiré par l'exploration de l'histoire personnelle de Freud, la connexion de Jung au schéma collectif, ou peut-être l'intégration des deux approches?
Partagez vos réflexions dans les commentaires. Commencez par équipe Freud, équipe Jung ou équipe intégration et expliquez pourquoi cette perspective parle à votre expérience. Si vous avez découvert une nouvelle idée dans cette vidéo qui a changé votre compréhension de la vulnérabilité émotionnelle, écrivez « Nouvelle perspective » dans votre commentaire et partagez la révélation qui vous a le plus touché. Votre expérience pourrait éclairer des aspects de l'immunité émotionnelle que d'autres membres de cette communauté découvrent encore, créant une sagesse collective plus grande que n'importe quelle perspective individuelle ne pourrait le faire. Rappelez-vous, le but ultime n'est pas de devenir émotionnellement invulnérable, mais de transformer la vulnérabilité d'une source de réactivité inconsciente en un chemin de connexion consciente, à la fois à votre moi authentique et à l'expérience humaine plus large que nous partageons tous. Ce faisant, vous ne vous libérez pas seulement de l'influence des autres. Vous contribuez à une façon plus consciente d'être humain qui honore à la fois notre unicité individuelle et notre héritage collectif.